At First It's Love. Alors, c'est formidable. Cette année, vous le savez peut-être, nous célébrons les 12 ans que Marseille a été capitale européenne de la culture, un tournant qui a transformé durablement la ville, me dit-on, on va voir si c'est vrai, en un véritable laboratoire des industries culturelles et créatives. Alors, j'ai vu quelques projets, il paraît que c'est vrai, hein, donc il se passe des choses ici. Nous allons explorer ensemble comment la culture et le numérique peuvent renforcer les liens économiques entre les deux rives. Comment les plateformes digitales, l'intelligence artificielle, etc., peuvent redéfinir les modèles de création et de financement. Donc, on va voir ça ensemble. Et pourquoi est-ce que Marseille incarne ce pont entre innovation culturelle et entrepreneuriat? On en a déjà largement parlé depuis ce matin. J'aimerais qu'on commence par Marion de la Masure. Voilà. Pour Mawa Hub. Mawa Hub, Mawa et Hub, un hub de talent. Quand on explique, c'est plus simple. Alors, ce programme d'incubation unique qui fait le pont entre la France et l'Algérie dans les ICC, vous accompagnez donc les entrepreneurs qui naviguent, c'est ça, entre innovation technologique, Web 3, expérience immersive, etc. C'est un équilibre délicat. Hein. On imagine comment vous faites pour faire fonctionner tout ça, d'ailleurs. Alors, c'est déjà enchanté, merci pour l'invitation. Moi, je suis Team 2. J'ai eu la chance l'année dernière de venir et cette année, je viens d'une manière un peu consolidée grâce à la ville de Marseille qui nous permet de lancer une 3e édition du programme Mawa Hub. Donc, Mawa Hub, c'est en effet des hubs de talent parce qu'on s'adresse à une jeunesse, au talent de la jeunesse dans le domaine des industries culturelles et créatives. Et à travers une 3e édition, on va pouvoir vraiment leur permettre de confronter à la fois leur créativité, donc de tous ces entrepreneurs-là, en lien avec les nouvelles technologies, mais de manière totalement contextualisée, à travers un accompagnement qui se veut sur mesure, agile et constitué vraiment en coécriture avec les acteurs du territoire marseillais. Donc malheureusement, il y a Marseille Innovation qui en fait grandement partie et aussi Art Campus Méditerranée et des acteurs algériens pour une écriture unique de cet accompagnement. Et comment vous faites pour l'accompagnement, pour une mise à l'échelle à l'international, tout en préservant l'authenticité en fait, de la dimension créative, qui est quand même, par définition, quelque chose de spécifique et de localisé? Pour le coup, l'accompagnement, on l'adapte vraiment sur mesure en fonction des projets. Donc, on a soit, nous, un premier programme qui est un programme qui source des talents. Donc, on part du stade d'idéation et de pré-amorçage de projet. Mais on en a d'autres qu'on est en train de construire pour la suite qui permettra d'accompagner des startups qui sont déjà un petit peu avancées, qui souhaitent de l'accélération ou entrer dans une phase de croissance pour pénétrer un territoire et donc ainsi avoir un écosystème vraiment favorable à leur développement. Mais cela, on le fait vraiment à la fois de manière très locale. On va donc sur chaque territoire répondre à des besoins identifiés en donnant des outils d'incubation qui répondent à vraiment aux vraies réalités, que ce soit réglementaire, technologique. L'accès aux différentes technologies qui est très différent sur un territoire. Mais on va à la fois proposer un accompagnement bilatéral, donc double, et qui va permettre une montée en compétence des entrepreneurs à travers cette coécriture pédagogique et donc cet accompagnement vraiment extrêmement construit, évolutif et agile en fonction des besoins des projets. Très bien. Alors, de l'Algérie, on passe au Maroc. Nous, ici, on n'est pas sectaire. Samia, vous êtes aux commandes du Technoparc de Casablanca, qui est donc très connu. Vous accompagnez plus de 500 startups. C'est ça, vous êtes au cœur des dynamiques de coopération, d'ailleurs, méditerranéenne. Aujourd'hui, quels sont les principaux défis que vous identifiez pour faciliter la mobilité, parce que c'est un sujet, des talents et des entrepreneurs culturels entre les deux rives? Merci Fatimata. Je vais juste corriger. Je dirige les technoparcs du Maroc, donc il y en a plusieurs. Ah oui, il y en a plusieurs, oui. Donc Casablanca, Rabat, Tanger, Agadir et Essaouira. Et nous sommes très contents de notre collaboration avec Marseille. C'est une collaboration qui dure depuis quand même 8 ans et pour laquelle on est très contents. Et c'est pour ça qu'on vient chaque année avec une délégation de start-up marocaines, technologiques majoritairement, mais il y en a celles qui sont dans les ICC. Pour revenir à ta question sur les défis de mobilité, en fait, aujourd'hui, les ICC connaissent une mutation profonde. Et dans cette mutation, on n'est pas dans une logique, on n'est plus dans une logique de distribution.
du patrimoine culturel ou des productions. On est dans une logique de co-création. Et donc, d'où la nécessité de créer des ponts entre les différents écosystèmes. Et dans la mobilité, et je vais le dire, il y a un défi majeur aujourd'hui que je vis avec les créateurs marocains, les innovateurs et les artistes en général. Eh ben, c'est les problèmes administratifs d'attribution des visas. Ah ouais. Et je suis désolée, je vais profiter de cette plateforme qui est Emerging Valley pour en discuter, parce que c'est très important aujourd'hui d'encourager les passerelles dans les deux sens. On parle de partenariat croisé, on ne parle pas juste d'une collaboration unilatérale. Et donc, ces problématiques-là se sont améliorées ces 2 dernières années, mais en tout cas, on voudrait que ça soit plus fluide. Et quand on parle de coopération, c'est une coopération qui s'installe dans la durée. C'est des programmes qui sont conçus pour être déployés dans la continuité et non simplement des événements one-shot. On parle aussi de résidences. D'ailleurs, on en organise beaucoup au Technoparc de Casablanca, puisqu'on a l'une des associations culturelles très connues de la région Casablanca, qui est dans les sous-sols du Technoparc et qui organise continuellement des résidences croisées entre les pays africains et les pays européens. Mais c'est quelque chose qu'on aimerait, en tout cas, continuer à développer dans les 2 rives et pas simplement sur des territoires précis. Donc, ça, c'est le premier défi. Deuxième défi, c'est les financements. Les financements, aujourd'hui, il y a des financements, certes, accessibles, plus partagés qu'auparavant, mais qui vont financer le lancement ou la création, mais pas la partie commercialisation et scale-up. Donc là aussi, il faut un accompagnement financier sur la durée pour qu'on puisse développer de plus en plus ces ICC. Mais quels sont les financiers, dites-nous, qui sont aujourd'hui les acteurs présents dans le domaine des ICC et qui, vraiment, parce qu'on en a entendu quelques-uns, est-ce que les financiers qu'on a entendus, sans dénoncer personne, hein, est-ce qu'ils financent vraiment les ICC ? Ils financent les ICC, mais comme j'ai dit, ils financent l'amorçage des projets ICC. Moi, je parle d'instaurer en fait une certaine continuité, continuum de financement. Et pas simplement comme pour les autres domaines, en fait. Exactement. Comme pareil. pour les autres domaines. Pas de favoritisme, mais la même chose. La même chose, mais je salue les financements existants et qui émanent de l'Union européenne et qui sont aujourd'hui dispensés dans des pays africains, notamment le Maroc en bénéficie, la Tunisie, l'Algérie et bien d'autres pays subsahariens. Par exemple, au Maroc, on a un programme Kawalis, qui est un programme ICC déployé dans 4 régions du Maroc, dont 2 au cœur du Technoparc, Agadir et Tanger, et qui ont profité de financement de l'Union européenne. Donc vraiment, c'est quelque chose je dis, il y a une bonne volonté, mais il faut qu'il y ait ce continuum de financement et ne pas rester sur la partie early stage d'un programme ICC. D'accord. Et le troisième défi, qui est aussi unanime à toutes les startups dans tous les domaines, c'est l'accès au marché. Et encore plus dans les ICC, c'est comment commercialiser ces productions. Il n'y a pas une démocratisation de l'accès aux plateformes. On pense à Netflix, mais peut-être qu'il faudrait créer le Netflix africain. Mais... Le numérique a certes facilité ces accès, cette visibilité, mais ce n'est pas unanime et ce n'est pas, en tout cas, déployé de la même manière sur tous les pays. D'accord. On vous entend. Merci beaucoup, Lamia, pour ce point. J'aimerais qu'on entende Viorica. Donc vous nous venez de la Moldavie. Vous apportez une perspective euro-européenne, justement est-européenne, très intéressante à cette conversation qui est plutôt méditerranéenne. Chez Hardcore, vous construisez un écosystème créatif qui combine infrastructure, équipement, labs, espaces de coworking et programmes de formation pour soutenir la création numérique et l'entrepreneuriat. Dans votre expérience, quels sont les principaux leviers et obstacles pour garantir un accès équitable justement aux technologies émergentes? Yes, thank you so much. Thank you for having me, and I'd like to express our gratitude for Moldova, Ukraine, and Armenia for inviting us. We are for the first time here, and yes, I have some slides. Can I show them? Yeah. Okay. Yeah. Just if it's quick, yes.
Yes, I'll try. Okay, I'll Yes. I came with the perspective and with the wish to say that now in somewhere in Eastern Europe, a creative nation is growing, is rising, and this is Moldova, and I really hope that you will hear more about us. And if you haven't been in Moldova, we are a small country bridged between East and West, and not only because geographically we are between East and West, but because of our culture, our traditions, and our history. And yes, we are closer than you think, and it will take only 2-3 hours by plane to get to Moldova. And this is where we are. So really, really close. If you haven't been in Moldova, please come in our country. Also because we are so small, you have seen how small we are. Our population is only 2.5 million people. We are known as the country of 3 phone calls. So you can get anyone in Moldova in less than 3 calls. And this is not because of bureaucracy, corruption, but because of very good network. We are so well connected, and we all each other. So, and about our fastest growing sectors in Moldova, I'd like to mention game design that is growing so fast. And this is because all the investments we made. And we started in 2019 with the creation of Artcore Creative Center. It was created from the scratch. It was only garbage in the city center. A great building was created with the support of donors and the government. And now this is the place where gathers a lot of people, from starting with students, with children, finishing with the prime minister, ministers, a lot of ambassadors, and so on. So this is the place where you can meet a lot of people. I'm not sure if we can have, can we have videos or not? No. No. We have to go straight to the answers then. Okay, yes. Also about The another key hub enables and, yes, you know. the hubs. Yes. Another space that we have and we created especially for students, because again, 3 years ago we started a new program in the universities for universities related to animation, game design, and multimedia production. And I'd like to say that we had 0 teachers in the universities that were ready to teach this. So we invited the private sector to come in the university and to teach this. And after that, the laboratories and the infrastructure came here. And so we have a lot of programs and a lot of activities in enabling students, enabling private sector, the government to launch different programs, creating technology, so empowering them with technology and creating great products. And what I think that we can share from our perspective to Mediterranean and to Marseille especially is the thing that even if we are our resources are so small, but the potential and the opportunities are coming sometimes from the lack of these resources. Just have to see things really different. So yeah, this is, and I really would like to ask you if you have time, just 2-3 hours, come in Moldova and we will show how we can collaborate, because we lack financial resources, we lack investors. We have a lot of talent, so each person in Moldova is very talented, and we can share how also we have how we can integrate technologies that usually are used in creative industries into medtech. We have surgeries that are doing surgeries with VR masks. So a lot of things are happening in our country, even if it's not known, but the potential is there. Okay. Let's go in Moldavia then. Moi, je pensais qu'on venait parler de la Méditerranée, mais on va en Moldavie. Why not? We will come. Just I get this. It's less than 3 hours to get there. Okay, Monsieur Salah Tachoukaft, donc vous pour la ville de Marseille, on est là depuis la matinée, on dit tout le bien que les gens pensent de Marseille, de l'investissement dans la technologie, dans le digital, du fait que Marseille était un hub. Mais c'est aussi le cas pour la partie ICC. Marseille est très investi sur ce dossier-là. Avant de nous parler peut-être du projet dans le cadre de France 2030,
peut-être un mot sur comment... D'ailleurs, comment vous avez fait ça? Comment vous avez réussi à transformer, à faire que Marseille soit cette plaque effective, efficace d'ailleurs dans les ICC? Merci d'abord aux organisateurs de nous donner l'opportunité de prendre la parole aujourd'hui. Merci à Valérie Jacquet dans mon équipe qui suit la relation avec les organisateurs du forum. Je vais moins bien parler que ma collaboratrice qui travaille particulièrement sur le sujet et que certains d'entre vous connaissent, qui est Flore Guyon, qui est absente, et donc du coup je la remplace un peu au pied levé, donc vous m'excuserez pour parfois l'imprécision de mon propos. Marseille est une place forte de l'innovation, en tout cas des ICC depuis longtemps. C'est un mouvement qui existe au moins depuis les débuts des années 2000, où on a décidé de restructurer d'anciens sites de manufacture de tabac en un pôle dédié aux industries culturelles et créatives, avec d'un côté la friche de la Belle de Mai, qui est célèbre et qui rayonne au-delà des frontières de Marseille, et un lieu qu'on connaît peut-être un peu moins bien, mais qui est le pôle média de la Belle de Mai, qui est plus un lieu de tournage et un lieu d'accueil des entreprises et de l'écosystème des ICC. Et la ville a massivement investi au début des années 2000 pour accueillir, héberger, faire en sorte que les activités puissent s'y développer dans des locaux requalifiés et remis au goût du jour. Ouais. Aujourd'hui, 20 ans après, un peu plus de 20 ans après le démarrage de ces initiatives, il y a besoin d'un coup de modernisation et il y a besoin effectivement de développer un second souffle pour Marseille et d'adapter Marseille à la compétition internationale, puisqu'effectivement là aujourd'hui on parle d'international autour du bassin méditerranéen. On a des villes comme Barcelone par exemple qui sont des vrais compétiteurs et qu'on aime bien par ailleurs parce qu'on les connaît et on voit ce qu'ils font de positif, mais on est aussi fort sur un certain nombre d'aspects, et peut-être que ça fait le lien avec une autre question qui est celle de la candidature. Parlons de cette candidature. Ce pôle territorial lancé par France 2030. Oui. On a fait d'abord un diagnostic. Quelles sont les forces de Marseille aujourd'hui sur l'ICC? C'est un écosystème de 2000 structures. Principalement des petites structures en réalité, c'est le constat qu'on a fait. Et on s'est dit que ces structures-là, elles étaient atomisées, elles étaient un peu isolées, et qu'il fallait d'abord les fédérer. Donc ça, c'est la priorité et l'action principale de notre candidature au pôle territorial, c'est de fédérer les acteurs, de les animer, de donner de la cohérence dans les actions menées et de faire en sorte qu'il y ait des émulations du business qui puissent se développer déjà en endogène, mais aussi de pouvoir promouvoir ces activités à l'extérieur de nos frontières. Donc ça, c'est la première action. Ensuite, effectivement, il y a un enjeu de professionnalisation des acteurs, de formation. On a un certain nombre de formations d'excellence qui sont existantes sur le territoire et on a décidé de s'associer. La ville de Marseille initie la démarche, mais on s'est associé à la plateforme du numérique qui rayonne aussi au-delà, Aix-Marseille Université qui mène des recherches de pointe, un certain nombre d'incubateurs qui sont présents sur le territoire et qui sont soutenus par la ville de Marseille qui également rayonne. Donc un deuxième pilier qui est la formation. Ensuite un pilier effectivement qui est l'inclusion. Donc on a un territoire qui est fragile également, et je pense que ça connecte et ça fait écho aux enjeux de développement humain qu'on peut avoir en Méditerranée. Et Marseille a aussi ces problématiques-là à gérer. Donc un travail d'inclusion des personnes éloignées de l'emploi et de donner des passerelles sur des formations au métier de l'image et du son, qui sont les deux points forts de la ville. Et enfin, j'ai envie de dire, le rayonnement international. Donc, oui, mais la connexion avec la Méditerranée, comment vous faites pour renforcer les liens? C'est historique aussi. Marseille, c'est un port, donc les liens avec la Méditerranée sont séculaires. Ça fait des siècles que ce territoire est connecté. C'est la porte d'entrée de l'Europe du Nord vers la Méditerranée, donc ça l'a toujours été. Et effectivement, ces relations se renforcent, par exemple avec des partenariats comme avec Mawab, qui fait partie de la candidature France 2030, donc avec une action forte qui est menée en Algérie. On a ciblé 3 pays principalement en fait dans cette candidature, l'Algérie, le Maroc et l'Égypte, qui sont les 3 cibles principales. Pour autant, on a d'autres partenariats avec d'autres pays. On fait vivre aussi notre diplomatie, entre guillemets, avec notamment les jumelages. Et c'est un vrai levier à actionner et à activer avec nos collègues de la mission Méditerranée et de la direction des affaires internationales. On a des groupes de travail assez réguliers sur comment on anime sur le volet ICC, mais pas que, puisqu'on a aussi d'autres démarches, comme une démarche de labellisation du fabriqué à Marseille, qui intègre aussi cette dimension internationale. Mais aujourd'hui, le focus est positionné uniquement
justement sur les ICC. Oui. Donc on a un travail vraiment de partenariat, de veille, de promotion aussi de nos acteurs, puisque c'est un peu ça aussi le Oui. rôle d'un territoire. C'est au-delà de faire de l'attractivité. Nous, on croit beaucoup plus en la promotion de nos savoir-faire, de nos talents, et il en existe. Et on a également en fait quelque chose qui est très fort, en tout cas à la ville, qui est la proposition d'une offre immobilière pour accueillir ces acteurs. Donc les équipes de la ville de Marseille sont au service et à la disposition de tous les écosystèmes, quel que soit le pays dont on parle, pour venir visiter nos équipements, être connectés avec nos écosystèmes, puis pouvoir développer du relationnel, du partenariat, du business en entrant et en sortant. Donc je crois que c'est quand même ça qui marque la particularité de notre action. Alors ça là c'est bien, mais il faut répondre à Lamia. Pour entrer et sortir, il faut rentrer d'abord. Les visas, comment on fait? Alors ça, c'est pas la ville de Marseille qui malheureusement... Oui, mais la ville, elle peut parler à la préfecture, oui, on peut qu'est-ce qu'elle peut faire? Je sais pas, je pose ça là, elle est venue, elle a dit, il n'y a pas un problème de visa. Ils peuvent pas sortir s'ils peuvent rentrer, c'est vrai ou c'est faux? Ah ben oui, on peut pas sortir s'il ne faut pas rentrer. Mais si vous voulez acheter du... Non, mais c'est pas lui qui est responsable. Non, c'est pas moi qui il n'est suis pas responsable. Sinon, il donnerait des visas à tout le monde. Voilà, mais c'est pas lui qui est responsable. Mais comment on fait sur ce sujet-là, qui est un vrai enjeu? Il y a aussi des leviers, ou en tout cas des pressions positives qu'on peut exercer, ou des relais qu'on peut exprimer au préfet, puisque le maire rencontre assez régulièrement le préfet sur ces questions-là. En effet, on peut se faire le relais. Ouais. Bien sûr, c'est audible. Après, ces informations-là, est-ce qu'elles nous parviennent? Ça, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, moi, c'est la première fois que j'en entends parler directement. Peut-être qu'on peut être... On connaît la problématique des visas et d'attribution des visas. Mais sur cette thématique-là spécifique, en effet, on en avait discuté avec les organisateurs d'Emerging Valley. C'est un sujet, et c'est un sujet qu'on fait remonter assez régulièrement aux autorités compétentes, puisqu'effectivement, la question de la compétence est centrale. Si vous allez voir la ville pour les visas, malheureusement, ça marchera pas. Non, c'est sûr. Pour organiser l'intermédiation et mettre de l'huile dans les rouages, oui. Les visas, pour non. la délivrance mais directe, il faut le préfet. Peut-être la prochaine fois, il faut inviter le préfet. Je dis ça, je dis rien. Mais on en parlera aux organisateurs. Oui, il faut en parler aux organisateurs, absolument. Merci beaucoup. Merci pour ça. Marion, justement, vous, j'aimerais bien sur les différentes perspectives, donc on a entendu le Maroc, on a entendu la Moldavie, de Marseille et de l'Algérie. Quels sont pour vous les principaux enseignements qu'il faut retenir justement sur ça? Peut-être nous dire aussi un mot de comment la technique peut aider. On a parlé d'intelligence artificielle ce matin, on a parlé de pas mal de choses. Comment est-ce que cet apport-là dans les ICC peuvent être vraiment significatifs et peuvent aider peut-être les pays de la rive méditerranéenne, mais aussi des pays africains, à sortir du lot finalement? Mais de toute façon, par rapport à ce que vous avez présenté au niveau de vos structures, nous, c'est exactement ce qu'on retrouve aussi en Algérie et dans le programme qu'on développe. Il y a un vrai besoin déjà de structuration au niveau du territoire, donc de proposer des hubs, des infrastructures qui peuvent accueillir en résidence des entrepreneurs, des créatifs, pour à la fois favoriser la rencontre, les collaborations et les accompagner dans une montée en compétence au niveau vraiment local de certains acteurs. Donc on a ce côté structuration, ce côté échange et dialogue qui est nécessaire entre l'Algérie et la France. Là, on parle du programme franco-algérien, mais on a pour ambition d'en faire un programme méditerranéen qui va s'ouvrir à d'autres territoires pour faciliter ce qu'on appelait tout à l'heure ce corridor méditerranéen. On a ce besoin également d'avoir ce continuum de financement qui est primordial et qui aujourd'hui est donné de manière très éparse, avec en effet un premier jet au moment de l'amorçage de projet, mais il faut en effet accompagner dans la durée, il faut consolider, il faut trouver tout un écosystème d'investisseurs qui vont venir à différentes étapes des projets et répondre à des besoins vraiment clairs d'un projet dans sa construction. Il faut peut-être mettre en place tout un réseau de mentors et de curateurs qui peuvent eux également venir un peu tels des parrains accompagner ces startups dans l'ouverture et dans la pénétration du marché. Donc tout ça, c'est quelque chose qui fait vraiment écho et qui est nécessaire et qu'on peut dupliquer un peu partout. Donc si on avait aussi une sorte de consortium global autour de tous ces programmes-là, je pense que ça serait vraiment extrêmement pertinent. Pour répondre à votre question, surtout, qu'est-ce qu'apportent en fait les nouvelles technologies? C'est ça, les technologies immersives.
Ça apporte énormément de choses. Déjà, c'est un levier incroyable. En fait, il faut voir aujourd'hui, en tout cas les porteurs de projets algériens, mais aussi, j'ai hâte, marseillais, ils ont cette énergie dingue de vouloir faire transmettre leur patrimoine, que ce soit matériel, immatériel. Il y a des histoires de grand-mère, il y a plein de choses qui veulent faire résonner. Il y a la cuisine, il y a la mode, il y a tout. Enfin, les ICC, c'est dingue. Les ICC, ça couvre tout et ça peut forcément tous nous toucher à un moment donné. Absolument. Mais donc la technologie, elle est vraiment là pour aider à réinventer, pour donner des outils. Nous, on leur permet une montée en compétences pour avoir vraiment entre les mains des outils qui soient utiles. Voilà, parce qu'on parlait d'utilité sur les territoires, on ne va pas implanter n'importe quoi sous prétexte d'implanter, ça ne sert à rien. Donc il faut s'adapter vraiment au niveau local et faire en sorte qu'il y ait une montée douce des compétences au niveau local. Mais grâce à cette nouvelle technologie, on peut proposer une expérience qui est amplifiée, qui touche un public éloigné, qui permet de déployer, d'avoir une vision tout autre, et donc de revenir après au cœur même de l'enjeu qui, pour lui, doit rester extrêmement authentique pour les porteurs de projets. D'accord, c'est vraiment très intéressant. Lamia, peut-être un mot de conclusion sur tout ce qu'on... Alors, voilà, il y a un micro là. Je crois que Marion a répondu brillamment aux questions du numérique comme levier de développement des ICC. J'ajouterais peut-être que des fois on manque de moyens, on manque de ressources, mais on manque pas de créativité. Et je vais conclure en donnant l'exemple du Technoparc. En fait, c'est Technoparc Casablanca et Technoparc Tanger. On a carrément dédié un espace de plus de 1000 mètres carrés à des associations ICC pour justement connecter les experts dans le numérique aux créateurs. Et ça a permis vraiment d'avoir deux communautés avec des backgrounds complètement différents, avec une mixité de compétences, mais avec un impact magnifique sur la création de start-up ICC augmentée par le numérique. Donc des plateformes numériques qui vont valoriser les patrimoines culturels, artistiques marocains, connecter les artisans aux futurs acheteurs, européens notamment, la réalité virtuelle, la réalité augmentée pour des visites immersives de notre patrimoine qu'on ne connaît pas, des plein de monuments historiques qu'on n'a pas toujours l'occasion de voir et de promouvoir, et peut-être qui permet même de marketer un pays. Oui. Et puis tout l'art culinaire qu'on a africain, et puis toute la production audiovisuelle avec du narratif africain. Oui. Et donc ça, je reviens, Technoparc, pas vraiment les moyens, mais on a pu en fait consolider et ramener ces petites initiatives fragmentées dans un même espace pour créer quelque chose de plus solide, de plus pérenne. Ouais, c'est extrêmement encourageant. Merci beaucoup. Merci à tous. C'est ainsi qu'on s'arrête. Et on va passer à la suite.